Donc, dernier temps de cette matinée absolument passionnante, penser l'événement dans le temps long. On est en compagnie d'Alain Blum, donc chercheur à l'INED et directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, spécialiste en particulier des violences politiques dans cet espace et en particulier en Russie, mais également en Ukraine. Avec nous Martin Motte, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, qui est spécialiste de la pensée stratégique et membre de l'Institut de stratégie comparée également. Et puis André Filaire, professeur des universités à l'Institut français de géopolitique à Paris 8. Donc, avec vous trois, on va essayer justement de dépasser l'actualité telle qu'elle a été analysée dans la précédente table ronde pour se dire comment cet événement peut être pensé justement en le replaçant dans le temps long. Je sais que les chercheuses et chercheurs qu'on a entendus tout à l'heure l'ont déjà plus ou moins amorcé, ce temps long. Comment vous envisagez justement, on a parlé de la réponse médiatique, comment vous envisagez les uns et les autres la possibilité justement d'avoir le temps de présenter ce temps long, ce contexte dont on parlait, qui a été d'ailleurs, ce que disait Anna Colin-Lebedev était fort intéressant là-dessus, qui a été la première chose que les chercheurs ont mise en avant, cette idée du contexte, parce que ce contexte, effectivement, c'est souvent un contexte historique à qui qu'on demande quand il s'agit de comprendre une situation comme ça. Je m'adresse tout de suite à vous, Alain Blum. Alors, d'abord, il faut un micro. Non, ce que je voudrais, c'est juste faire passer un petit son pour créer ce contexte, justement, ce contexte impérial et colonial d'ailleurs, et ce contexte de continu de violence. Donc, je vais le faire passer sur le... Ah, ouais. Ça va venir, ça va venir. C'est bon. Voilà. Donc, voilà, c'est une femme que j'ai interviewée il y a, enfin, avec des collègues. On a eu un entretien, j'aime pas le terme interview d'ailleurs, en 2011. En 2011. Et je voudrais vous faire écouter ce qu'elle nous dit au début. C'est une Ukrainienne on a eu un entretien avec elle au nord du lac Baïkal, donc en Sibérie. Alors quand ils sont venus me chercher, c'était à 4 heures du matin. Ils m'ont dit « Prépare tes affaires ». J'ai demandé pour aller où. Ils m'ont dit « En Sibérie ». Je leur ai dit « Je ne peux pas aller, je ne partirai pas, j'ai mon père ici et j'ai des enfants, ils sont petits. Mon fils aîné avait 4 ans et le petit avait 1 an et demi. » Et j'ai refusé de partir. Je leur ai demandé où il fallait aller et ils m'ont dit « En Sibérie ». J'ai dit « Non, non, je ne vais pas partir ». Alors, ils m'ont pris et ils m'ont fait sortir sur la terrasse et je ne pouvais pas m'enfuir. Et alors, il m'a frappé et il m'a jeté sur la charrette. Il y avait une charrette attelée aux chevaux. Il m'a jeté sur la charrette et puis mes enfants aussi. Il les a jetés sur la charrette. Ils ne portaient qu'une chemise, mes enfants. Il nous a jetés comme des chiens. Mon fils aîné, il avait 4 ans, il a essayé de s'enfuir. Et moi, je leur disais, mais pourquoi vous êtes venus sur notre terre et vous nous emmenez? Et lui, il me répond, vous êtes des salauds de Bandera. Il faut vous arrêter tous. Alors, ils m'ont amené en prison à Ternopol. En prison, il y avait déjà beaucoup de monde. Voilà. Donc, donc ça se passe en 1944, alors c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est effectivement dans un contexte de violence antérieure absolument gigantesque. Mais ce qui me frappe dans cet entretien, c'est que finalement les termes sont ceux qui sont encore utilisés aujourd'hui. C'est aussi la violence contre les civils. Donc c'est l'armée rouge enfin le NKVD qui vient la prendre. Et c'est cette permanence justement, et cette phrase de cette femme qui dit « Mais pourquoi êtes-vous venus sur nos terres ?» C'est-à-dire que l'Ukraine existait à ce moment-là, l'Ukraine existait après la première guerre mondiale, puisque les premières indépendances a été proclamée en janvier 1918. Et c'est dans ce contexte impérial
qu'on peut vraiment voir ce qui se passe aujourd'hui, post-impérial aujourd'hui et post-colonial. C'est-à-dire un contexte où un État, la Russie, ne veut pas du tout se séparer de cet ensemble ukrainien. Voilà, et à travers la violence, à travers une permanence des violences. Oui, ça, par exemple, moi j'ai été surpris dans une émission récente que j'ai faite d'avoir interrogé une chercheuse ukrainienne qui justement utilisait ce terme de post-colonial qu'on ne met pas en œuvre généralement dans cet espace géographique quand on n'est pas un spécialiste. En l'occurrence, on pense plutôt aux colonies des puissances occidentales dans le reste du monde. Et là, effectivement, j'ai vu que pouvait surgir l'utilisation de concepts qu'on avait appliqués à d'autres régions du monde dans une région comme celle-ci, Alain Blum. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est un terme. Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, quand on connaît l'histoire de l'Ukraine, bon, la partie Ukraine occidentale qui était polonaise et qui finalement a été russe, enfin soviétique tardivement, est-ce qu'on peut l'appliquer? Je pense qu'il y a des dimensions effectivement de colonial et de post-colonial dans le sens que il y a des dimensions de domination qui ont toujours existé. Il y avait des dimensions de délégation du pouvoir aux autorités ukrainiennes au sein de l'URSS, qui sont assez typiques des gestions des empires coloniaux. Et il y a cette dimension de refus de laisser partir une territoire et des populations, avec des arguments qui renvoient à tout ce qui s'opposait justement à la domination russe. L'exemple de cette femme, c'est parce que son mari avait été tué parce qu'il était il avait combattu contre l'armée rouge. Voilà, c'est donc avec tous ces mouvements d'insurrection que les Russes qualifient de terroristes, on est vraiment dans des logiques de guerre postcoloniale. Enfin, moi, oui, et puis avec ces mobilisations qui ont surpris beaucoup de ceux qui ne connaissaient pas cette région et qui n'avaient pas travaillé sur cet espace géographique, ces mobilisations de termes qui justement renvoient au temps long. Le nazisme, etc. Un des articles qui a d'ailleurs été un peu critiqué a été publié récemment par un intellectuel qui n'était pas si éloigné de Poutine que ça, même s'il n'était pas du premier cercle, où il y avait le terme de dénazification, de nazi, toutes les 3 lignes, par exemple. Et cela, ça a surpris beaucoup de lecteurs de la presse française qui sont tombés sur ce type de diatribe, ne comprenant pas comment mobiliser cet argumentaire à ce moment-là. Ouais, en fait, là, je vais heurter Françoise Doucet parce que Vladimir Poutine, et non pas les autorités russes, ont figé l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait longtemps que la Seconde Guerre mondiale est vraiment le flambeau patriotique depuis 2000, en fait, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Sans compter qu'effectivement, tous les médias disent il y aura un geste particulier qui sera fait le 9 mai, ouais, etc. C'est très inquiétant d'ailleurs, oui, tout à fait. Donc effectivement, cette mobilisation de la Seconde Guerre mondiale, comme si rien ne s'était passé depuis, elle est vraiment centrale. Et l'absurdité du terme aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est vu en Russie, mais je pense que ça prend au niveau des vieilles générations. C'est-à-dire que c'est l'idée que l'histoire s'est arrêtée en 1945. Voilà, et ça, c'est assez incroyable. Martin Motte, justement, sur ce temps long, donc, dont vous êtes aussi un spécialiste en tant que chercheur à l'EPHE, directeur d'études à l'EPHE. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement de cette mobilisation du temps long, à la fois par les acteurs qui sont entrés en guerre et qui font cette guerre en Ukraine, mais aussi par justement l'idée du contexte dont on parlait tout à l'heure, dont parlait Anna Colin-Lebedev, c'est-à-dire quel est le contexte dans lequel ça se déclenche, à partir de quels présupposés et avec quelles conséquences sur les populations aujourd'hui. Alors, pour les acteurs locaux, je serais bien en peine d'en parler puisque je ne suis absolument pas spécialiste de cette région du monde et je n'en parlerai certainement pas devant les spécialistes qu'on a entendus tout à l'heure ou qui sont encore là. En revanche, moi, je peux vous livrer mon expérience justement de stratégiste. C'est que, et pour le coup, je ne serais pas entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur la géopolitique tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que, oui, il y a une géopolitique simplificatrice. Mais quand il a été dit tout à l'heure que la géopolitique ne prend pas en compte le multiscalaire, c'était peut-être vrai de la géopolitique de 1900, c'est pas vrai de la géopolitique contemporaine. C'est l'insistance d'Yves Lacoste depuis 30 ans, c'est quand même, ou 40 ans, 50 ans, c'est le multiscalaire. Et je pense qu'on peut faire de cette guerre une analyse justement multiscalaire si on prend le cas de Mariupol, justement, très actuel, puisque dans le discours poutinien, il y a effectivement ce fameux bataillon Azov. Bon, donc là, ça fait référence à tout ce que vient de dire Alain Blum à l'instant. Mais ça, c'est l'échelle locale. Après, il y a l'échelle régionale, c'est que c'est le débouché de tout le Donbass, au fond, pour la production aussi bien céréalière que sidérurgique.
Et puis après, il y a la dimension, on peut même dire grand régional, voire mondial, c'est-à-dire que la mer d'Azov, si on regarde quel rôle elle joue dans le système des 5 mers soviétiques, dans la connexion des canaux intérieurs, c'est la sortie du système des 5 mers sur la mer Noire, c'est-à-dire sur la Méditerranée. Bon, je pense que beaucoup de gens savent ce qu'est le système des 5 mers ici, mais il faut peut-être le rappeler. En gros, c'est un système qui a commencé sous l'ère tsariste, mais qui a surtout été réalisé à l'ère soviétique, qui connecte les mers intérieures. Donc la mer Blanche au nord, la Baltique, la Caspienne, qui est la dernière connectée d'ailleurs, la mer Noire, et puis justement celle qui articule la mer Noire à tout le reste, c'est la mer d'Azov. Et donc Mariupol. Et donc là, on a quand même un principe explicatif. On a parlé tout à l'heure de la guerre en Syrie. L'aide que Poutine a fournie à Assad, elle passait par la Crimée, mais la Crimée était reliée au reste par le détour de la mer d'Azov. Donc la géographie fournit quand même, et la géopolitique fournissent quand même une manière de remettre dans le temps long qui éclaire les enjeux et qui peut être aussi précieuse pour les politiques, parce que si cette guerre ne doit pas aller jusqu'au seuil nucléaire, il faudra qu'il y ait une issue négociée. Il faut donc comprendre ce qui est essentiel pour les deux protagonistes. Sur ce point, peut-être André Filaire, vous qui êtes à l'Institut français de géopolitique, et qui travaillez en particulier sur les constructions nationales, vous avez travaillé sur la construction nationale lettonne, par exemple, est-ce que justement on assiste à la question du temps long qu'évoquait justement Alain Blum avec cette nation qui existe à la fin de la Première Guerre mondiale et puis qui ensuite est plus ou moins effacée jusqu'à sa renaissance après 1990, est-ce que justement ça permet de mieux comprendre ce qui est en train de se passer, en particulier ce qui a peut-être surpris le pouvoir russe, c'est-à-dire la résistance des citoyens ukrainiens face à l'invasion? Oui, et je pense que ce qui se passe, ça met à plat quand même un certain nombre Un peu plus près pour le coup. un certain nombre, voilà. Ce qui se met en place aujourd'hui, ce qu'on voit pendant le déroulement, dès le début d'ailleurs, de cette guerre, met à plat quand même un certain nombre d'illusions, je dirais, historiques, voire même des représentations. Martin Mott parlait tout à l'heure de Lacoste, peut-être l'apport le plus important de la géopolitique lacostienne, qui va bien au-delà de la géographie, c'est de légitimer la représentation en tant qu'objet ontologique d'étude. Les représentations ont droit d'exister, bien que n'étant pas ancrées dans une réalité tangible et matérielle. Et justement, la guerre qui se déroule met à plat un certain nombre de représentations. Les représentations, d'un côté, véhiculées par les autorités russes, voire personnellement par Vladimir Poutine. Dès 2021, Poutine parle quand même de la Novorossia. Il s'excuse publiquement d'utiliser un terme issu de la nomenclature impériale et précise dans le même discours, en avril d'ailleurs, ça va faire bientôt un an, en avril 2021, et s'excuse donc de l'usage de la terminologie impériale et il finit son allocution. Cette Novorossia sont des territoires russes. Il énumère les villes en allant de Kharkov jusqu'à Odessa, donc grosso modo tout le littoral pontique. A été donné par les bolcheviks dans les années 20 à l'Ukraine. Dieu sait pourquoi. Et d'ailleurs, il fait référence à Lénine dès son premier discours. Et il refait, évidemment, dans son discours programmatique du 23 février, il refait cette référence à Lénine. Donc, il y a une représentation très ancrée déjà de l'Ukraine scindée en deux par définition, scindée en deux à l'issue des actes historiques erronés, des erreurs stratégiques, mais aussi des erreurs, je dirais, presque idéologiques de la part du pouvoir soviétique, trahissant la logique impériale au sens administratif, mais aussi au sens philosophique. Et donc, l'Ukraine, évidemment, n'existe pas. Et à côté, il y a bien sûr un autre narratif qui est bien connu, le narratif ukrainien, qui émerge au 19e siècle et qui prend toute son ampleur dans les années 30-40, d'ailleurs, en Ukraine soviétique, avec Stepan Rodnitsky, avec Yuri Lepa, qui crée justement toute la représentation de la puissance ukrainienne propre et indépendante. Mais il y a aussi une troisième représentation qui est aujourd'hui totalement mise à plat des deux côtés, c'est le rôle de la communauté russophone, voire russe ethnique. L'ethnicité existe quand même, ça a été évoqué lors de la table ronde précédente, la place de l'ethnicité dans l'espace post-soviétique, bien sûr une construction, bien sûr communautés imaginaires,
mais en même temps, dans un espace où, depuis le gouvernement provisoire, on marque l'appartenance ethno-linguistique dans le document d'identité, ne peut pas ne pas être pris au sérieux. Justement, l'espace post-soviétique est tout sauf jacobin. Mmh. Et donc, la question des russophones qui étaient pensés par les Russes comme étant la cinquième colonne par excellence, par les Ukrainiens comme pratiquement des traîtres à leur cause, et qui s'avèrent aujourd'hui les premières victimes, des Russes qui sont assassinés par d'autres Russes, et qui ne s'identifient absolument pas avec cette armée d'envahisseurs. Oui, Alain Blum. Non, la question russophone, moi je pense qu'elle est plus compliquée que ça. C'est-à-dire que les russophones sont devenus en partie ukrainophones. Ce qu'on voit quand même sur tout le long du siècle, et là effectivement ça me paraît très important de penser l'ensemble du siècle, c'est qu'il y a la création, alors bilingue peut-être, mais multilingue. Bon, il faut rappeler que pendant l'entre-deux-guerres, il y a aussi toute la population polonaise et la population juive, Ouais. et que se constitue une population extrêmement variée. La population juive a été exterminée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais que la question de la langue me paraît, elle est importante. Effectivement, il va y avoir des politiques d'ukrainisation durant l'entre-deux-guerres, et ensuite, il y a d'ailleurs aussi un peu après la Seconde Guerre mondiale, puis dans les années 90 et 2000, mais qu'on ne peut pas dissocier, on ne peut pas dire les russophones constituent une population, les ukrainophones une autre. Ce qu'on a vu à partir des années 90, c'est qu'il y avait quand même une forme de, je dirais pas d'unification, mais une création d'une nation ukrainienne, enfin une création, une solidification, elle s'est créée avant, indépendamment de la langue, quoi. Même s'il y a eu des tensions, ça on ne peut pas les nier. Alors, une des questions, parce que je vous interroge aussi, parce que vous avez fait cet immense travail avec d'autres chercheuses et chercheurs sur les paroles du goulag, les récits du goulag, tels que vous l'avez mené depuis des années, c'est aussi comment le temps de l'histoire n'est pas forcément le temps des individus qui ont vécu cette histoire. C'est-à-dire que ce que vous nous avez passé tout à l'heure nous dit bien qu'effectivement, pour cette personne que vous avez interrogée, qui doit être morte Décédée, depuis, malheureusement, oui. voilà. Ouais. Mais pour cette personne, elle transporte encore une histoire qui nous replonge au-delà des barrières chronologiques qui feraient que l'historien considère qu'il y a une avant-Première Guerre mondiale, une après-Première Guerre mondiale, une avant-Seconde Guerre mondiale, une après, voilà, jusqu'à la chute du mur. J'ai toujours été impressionné, par exemple, le travail de Sudhir Hazare Singh, qui a travaillé sur les commémorations de Napoléon dans la France du 19e siècle, c'est qu'on célèbre les derniers grognards de la Grande Armée dans des villages du Var en 1882. Ils étaient engagés très jeunes dans cette Grande Armée, ils sont encore vivants à la fin du siècle. Et nous, entre-temps, on a saucissonné ce 19e siècle avec la Restauration, Louis-Philippe, la première révolution de 1848, puis le Second Empire, puis la Troisième République. Et en fait, ces gens-là portent la même histoire, mais aussi ceux qui sont contemporains de cette histoire-là. Ah oui, tout à fait. Non, mais ce qui est très impressionnant, justement, quand on fait ce type d'entretien, c'est qu'on tombe sur... Moi, la personne la plus âgée que j'avais interviewée, avec qui j'avais eu un entretien, c'était en Asie centrale, mais elle était aussi ukrainienne, et elle était née en Autriche-Hongrie. Elle avait été ensuite en Ukraine, puis en Pologne, puis en URSS, et elle était au Kazakhstan. Et elle avait eu toutes ses nationalités, etc. Et elle portait une histoire complètement continue. C'est-à-dire pour elle, pour elle, il n'y avait pas des périodes, il y avait une histoire continue qui s'accumulait et qu'elle portait à ce moment-là. Elle avait 97 ans, je crois, quand j'ai eu un entretien. Et cette femme, c'est pareil, elle portait une histoire continue, elle était ukrainienne, ça c'est clair, elle se rattachait à ça, et elle la transmettait aussi, et ça c'est un point important. Et pour les Ukrainiens aujourd'hui, par exemple, effectivement, ils se raccrochent à certains moments de violence, bon, l'Holodomor en particulier, les déportations de 1940 et les déportations de 44-52, mais en même temps, ils ont, bon, beaucoup moins maintenant, mais ils ont vécu avec des personnes qui avaient vécu l'ensemble de la période de façon continue. Je crois que ça c'est un point très important, et l'historien, il est face à ça. C'est-à-dire l'historien, il ne faut pas trop qu'il saucissonne non plus, mais il a tendance effectivement à se rattacher à la Grande Terreur, à se rattacher à 44-47, tout à fait. Martin Motte, quand on a une pensée stratégique, et on voit bien comment les journalistes et les médiateurs aussi qui interviennent sur les plateaux, y compris les militaires eux-mêmes d'ailleurs,
tente d'essentialiser aussi l'effort russe. Parfois, ils se trompent, ils disent d'ailleurs soviétique lorsqu'ils sont sur les plateaux. C'est-à-dire avec cette idée qu'il y aurait là aussi une continuité, là aussi une histoire longue. Qu'est-ce qu'il faut en penser justement en termes de pensée stratégique? C'est-à-dire, est-ce que la pensée stratégique russe d'aujourd'hui est l'héritière de la pensée stratégique de ceux qui l'ont précédé au 19e et au 20e siècle, par exemple? Parce qu'on aurait tendance à vouloir faire cela d'une certaine manière, la brutalité, etc., qui ne serait pas sociologique, comme l'explique très bien Anna Lebedev, mais qui serait ontologique presque. Bon, les guerres sont brutales. Hein, donc oui, là, ça, déjà, on rentre dans un. On est d'accord. Là, c'est un débat qui est bon, très très complexe. Sur la pensée stratégique russe récente, j'ai eu la chance de participer à un jury de thèse en décembre dernier. Et le doctorant, qui s'appelle Dimitri Minich, qui a dû d'ailleurs publier des choses ces jours-ci, a travaillé sur la pensée militaire russe de ces 30 dernières années, depuis en fait la décommunisation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est plutôt en rupture avec ce qui précédait, parce que dans les 30 dernières années, il y a eu toute une tendance, d'abord marginale, puis ensuite, qui a en gros gagné la partie sous Poutine, qui consistait à dire la guerre telle qu'on la connaissait, la guerre classique aujourd'hui, elle est tout à fait secondaire par rapport à la guerre informationnelle. Et ce qui compte, c'est les champs d'influence, ce sont les perceptions, c'est modifier les perceptions, c'est créer un parti pro-russe à l'étranger, etc., et défendre la Russie de toutes les invasions idéologiques de l'Occident. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'action militaire était reléguée en seconde position, et ça éclaire d'une certaine manière l'échec relatif des Russes pour le moment, puisque en définitive, tout indique, il faudra beaucoup de temps, si on ne le sait jamais, pour savoir ce qui se passait dans les états-majors russes au début. Ou dans la tête de Vladimir Poutine. Dans la tête de Vladimir Poutine. Mais tout indique au fond qu'ils ne s'attendaient pas à une opération militaire classique. C'est pour ça qu'ils l'ont baptisée opération militaire spéciale, parce que ça violait tous les principes stratégiques admis, notamment le principe de concentration. C'est-à-dire qu'ils pensaient faire tomber très rapidement, manifestement, le gouvernement ukrainien, et qu'il ne se passerait pas grand-chose d'autre qu'une opération de prise de contrôle parce qu'ils comptaient sur l'appui de la population, ou d'une partie de la population. Et donc, ils ont été mystifiés par leur propre virage de culture militaire, on peut dire. Et on peut même se demander si aussi les mauvaises performances tactiques et opérationnelles sont pas liées aussi, entre autres choses, au fait que ça n'a pas été la priorité ces dernières décennies. Donc, de ce point de vue-là, il y aurait une rupture. Mais tout ça, évidemment, à confirmer, hein, parce qu'on parle d'un événement. Oui, parce que justement, c'est un événement en cours, et lorsqu'on travaille sur le temps long, comme ça vous arrive pour la question de la pensée stratégique, la question c'est comment juger à un instant T un événement en cours qui peut-être va avoir un revers. On n'avait pas imaginé que le navire amiral sur la mer Noire pouvait être coulé comme il l'a été. On ne sait pas d'ailleurs dans quelles conditions, mais enfin, tout ça, ça change tous les jours, pourrait-on dire, quand on est dans une guerre de mouvement. Oui, alors ça change tous les jours. Encore que l'histoire du navire amiral, les milieux informés disaient depuis un moment que ça allait arriver tôt ou tard. Hein. J'ai une conversation avec mon ami Joseph Enrotin, qui est le directeur de défense et sécurité internationale. Il y a peu de temps, il m'a dit ça va arriver. Donc voilà. Après, autant il y a une rupture sur la pensée militaire proprement dite, autant sur la pensée géopolitique, géostratégique, je pense qu'il y a une très grosse continuité. Je crois qu'il y a vraiment une très grande continuité, c'est-à-dire que, et là on peut remonter même au-delà de l'ère tsariste, hein, ce sont des axes, ces fleuves qui descendent vers le sud, cette ouverture sur la mer Noire, sur Constantinople et ensuite sur le grand commerce, ça remonte au Vareg, hein, donc on est là sur des choses qui sont vraiment très 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 longues. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, André Filaire, justement, de cette très très longue durée? Parce que là, c'est plus de la longue durée, c'est carrément... On ne serait peut-être pas tout à fait au Vareg quand même. Mais non, ce qui me semble pertinent, c'est plutôt effectivement cette continuité. Je suis tout à fait d'accord avec Martin Motte. Il y a une étonnante disparité entre l'action militaire à proprement parler, telle qu'on l'observe sur le terrain. Je ne suis absolument pas expert, mais d'après ce que l'on lit, au-delà du navire amiral, le navire amiral était quand même conçu en 1976 et à plusieurs reprises apparemment était déjà destiné à être démantelé. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord
d'accord avec Martin Mott, ça devait arriver tôt ou tard, et quelles qu'en soient les causes. Mais effectivement, c'est très étonnant de voir que cette action militaire est beaucoup moins performante qu'on ne l'imaginait, et surtout que le fameux concept Gerasimov, du chef d'état-major russe, dont on n'entend d'ailleurs pas beaucoup parler depuis fin février, mais qui était quand même concepteur de cette nouvelle guerre qui justement accordait une place majeure au soft power, aux tentatives de charmer les populations étrangères, à la création justement des cinquièmes colonnes, et surtout à l'énonciation des buts. C'est le premier point, l'énonciation claire des buts politiques. Or, les buts politiques changent pratiquement toutes les semaines. Et on ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait pas où ils en sont. On ne sait pas où ils en sont si on suit vraiment la chronologie depuis le 24 février, courant les 47 jours. Donc tout cela, effectivement, crée un grand hiatus, et c'est très difficile, comme vous dites, c'est très difficile en temps direct d'en discerner les causes et les effets. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a effectivement cette action militaire, de notre côté, et là encore, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, il y a sûrement une continuité par rapport à une certaine vision doctrinaire, encore une fois, peut-être pas, qui remonterait pas au Vareg, mais impérial, comme le disait tout à l'heure. Impérial, sûrement. D'ailleurs, je suis jamais tombé d'accord lorsqu'on déclarait l'espace russe comme ça, post-impérial, intra-impérial, pré-impérial à la limite, pas post-impérial. Non, mais avec tout de même d'importantes parenthèses. 86, 84, la fin de Gorbatchev, le premier conflit du Golfe, où l'URSS soutient, pas militairement, mais politiquement, la coalition occidentale face au même conflit qui se passe aujourd'hui en Russie et l'Ukraine, l'Irak qui a envahi le Koweït. Et ensuite, la rupture avec l'arrivée au pouvoir de Yevgeny Primakov, qui brique très sérieusement la succession de Yeltsin qu'il n'aura jamais, et contre lequel la faction yeltsinienne oppose Vladimir Poutine, qui est censé justement revenir vers une sorte de politique de détente, voire même de coopération occidentale, d'où son terrible ressentiment qu'il a même laissé apparaître lors de son discours du 23 février. On a voulu intégrer l'OTAN et on nous a dit non. Et donc voilà, on nous a dit non, donc on est très malheureux et on va se venger. Et qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs de cette idée, qui est une idée effectivement d'émotion, pourrait-on dire, que l'on a vu surgir dès le 24 février, disant c'est le ressentiment, c'est l'humiliation. Alors ça faisait partie d'ailleurs du discours même de Vladimir Poutine, cette idée d'humiliation. Est-ce que ça a sa place dans le temps long? Est-ce que c'est psychologisant? Est-ce qu'il faut l'utiliser ou est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser? Je pourrais vous poser d'ailleurs la question à tous les trois, ou est-ce que c'est une façon, disons, de re-rentrer dans une logique qui est la logique énonciative qui a été énoncée par le pouvoir russe lui-même? Il me semble que, je ne livre comme un avis personnel, il me semble que c'est un élément discursif très nouveau. Autant la construction impériale, la condition impériale, effectivement, est une constante, mais le ressentiment, l'humiliation structurelle, pas les humiliations ponctuelles, il y en a eu. Énoncé par l'acteur lui-même. Bien entendu, l'histoire russe a connu des humiliations ponctuelles, la guerre de Crimée, la campagne japonaise, etc. Mais c'était quand même, ce n'était pas structurel. On ne construisait pas l'étatisme russe à partir du ressentiment. Maintenant, c'est ce que l'on fait. Et ça n'a pas commencé le 23 février, ça a commencé déjà lors du discours du Munich. 2007. Oui, en 2007, bien sûr. Alain Blum, est-ce qu'on peut utiliser ce type par exemple, Marc Ferraud avait fait un livre entier sur la question du ressentiment dans l'histoire. Après l'aveuglement, il avait fait quelque chose sur la question du ressentiment. Oui, moi je trouve que c'est un concept qu'on peut tenir, effectivement. La question, c'est humiliation, enfin, qui ressent cette humiliation? C'est-à-dire, à nouveau, est-ce qu'on doit se placer au niveau des autorités centrales? Est-ce qu'on doit se placer au niveau de la population en général? Bon, je pense que, de fait, l'Ukraine, alors quand on parle effectivement post-impérial, je pense que c'est un peu post-impérial et post-colonial,
l'Ukraine a une place particulière dans l'ensemble de cet espace par rapport à la relation avec la Russie. Et de facto, enfin ça, je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, qu'il y a une obsession ukrainienne en Russie, qu'il n'y a pas la même obsession vis-à-vis de l'Asie centrale, il n'y a pas la même obsession vis-à-vis du Caucase. Donc effectivement, le côté sentiment, il joue un rôle. Bon, l'autre aspect quand même sur lequel je veux insister, enfin je revenir peut-être un petit peu, c'est que l'État ukrainien, il a quand même une longue histoire. C'est-à-dire, il s'est créé tout au cours du XXe siècle. Il s'est consolidé. Et je trouve que dans la manière dont la Russie voit l'Ukraine, il la voit à travers une population, ils en oublient complètement cette construction étatique. L'État ukrainien est né effectivement en 1917, c'est très clair. L'Union soviétique de facto, et c'est pas complètement faux de dire, c'est pas Lénine, hein, mais les constructions nationales sur lesquelles se fonde l'Union soviétique consolident des formes étatiques, l'après-Seconde Guerre mondiale aussi. Donc, de facto, et ce qui est quand même particulièrement frappant, c'est que finalement, l'Ukraine telle qu'elle est établie en 1917, pendant une courte période, l'Ukraine occidentale rejoint l'Ukraine orientale, c'est quasiment les mêmes frontières qu'aujourd'hui. Donc il y a vraiment, effectivement, une structure, une administration, un État qui se met en place sous domination russe. Et ça, c'est un point très important qui est totalement effacé dans la pensée russe de cet espace. Martin Motte. Je suis encore une fois pas du tout spécialiste de l'histoire russo-ukrainienne, mais je suis quand même frappé effectivement de quelque chose qui rejoint ce que vous dites, c'est que pas une fois dans les médias, je n'ai entendu dire depuis le début de la guerre que toutes les villes dont on parle, depuis Odessa, Kherson jusqu'à la mer d'Azov, sont de fondation russe. Et alors, il y a un autre aspect, c'est que dans la durée, évidemment, une terre pour laquelle on a versé du sang prend une valeur symbolique très forte. Et je pense en particulier que la Crimée joue un rôle géopolitique que tout le monde connaît, puisqu'elle s'avance de 200 km dans la mer Noire, que permet de passer plus facilement les détroits, de rayonner vers le reste du monde. Brzezinski disait, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être une grande puissance. Je crois que l'enjeu pour les Russes, enfin pour Poutine en tout cas, ils sont dans le gouvernement, il est très clairement là. Mais il y a ce rôle symbolique aussi de la Crimée. Enfin, les récits de Sébastopol, c'est Tolstoï. Je crois que c'est le livre qui a rendu célèbre Tolstoï. Donc, il est évident qu'il y a des zones de l'Ukraine où la Russie n'a rien à faire. La Crimée, c'est quand même un cas tout à fait particulier. Je ne crois pas qu'elle ait jamais été ukrainienne stricto sensu, à part au moment où Khrouchtchev elle était dans un empire. Hein. Non, là, je pense qu'elle n'est pas plus russe que turque, que oui, grecque. Oui, on est d'accord. Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... et dire qu'Odessa est de fondation russe, ça me pose un problème quand même, parce que Odessa, c'est une ville, d'abord, c'est une ville juive avant tout. C'est une ville qui s'est développée effectivement au 19e, 20e siècle, mais à nouveau, c'est une ville impériale. C'est un peu par exemple, comme... ce qui est extrêmement intéressant, excusez-moi, je vous coupe, allez-y. Elle est plus juive que russe. Hein, non, mais je parle pas. Non, mais je parlais juste d'histoire. Je parlais pas de population même dans actuelle, d'ethnicité. Je veux dire, à ma connaissance, elle a été fondée sous administration russe. Il me semble même que le premier gouverneur, c'était le duc de Richelieu. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas en train de défendre le point de vue russe. Je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui permet à la propagande russe de porter auprès d'une partie de l'opinion, semble-t-il. Et effectivement, il y a le fait que ces ports, ces villes ont été fondées sous l'Empire russe par une administration russe, me semble-t-il. Ou alors c'est qu'on m'a appris des choses fausses. L'administration impériale. Ce qui est extrêmement intéressant, par exemple, dans l'actualité, et moi je suis toujours passionné par ça, de voir surgir dans l'actualité quelque chose qui me trouble personnellement, l'appel du président Zelensky aux Grecs. Est-ce que ce n'est pas du temps long, justement, cette question-là? Parce que je crois que vous avez dit tout à l'heure le terme de pontique. Je ne sais pas, je ne me suis pas trompé. Bon, les pontiques, dès la chute de l'URSS, le gouvernement grec propose aux pontiques, aux Grecs du pont, comme on disait, de venir avec la nationalité grecque rejoindre la nation grecque, d'une certaine manière. Vous parliez de Mélitopol, enfin on peut parler de Mélitopol, de Mariupol, qui sont des villes aussi de fondation grecque ou de refondation grecque, où cette question en tout cas a été mobilisée dans l'imaginaire. C'est quand même très étrange que le président Zelensky fasse appel au président grec en lui disant, enfin au Premier ministre grec, en lui disant « aidez
l'Ukraine parce que c'est aussi votre terre. Enfin, je sais pas, Alain Blum et puis Alain Filaire, André Filaire. Bon, je pense que c'est un peu une réponse effectivement à l'usage du temps long par la Russie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette idée que l'espace de la mer Noire, effectivement, il est grec, il était grec il y a très très longtemps. Mais surtout, il y a cette idée qu'à partir du moment, enfin, je sais pas, je vais pas me mettre dans la tête de Zelensky, mais il y a quand même. Faudra l'écrire ce livre dans la tête de Zelensky parce que ça Chalinov. permettra de changer dans la tête. Mais je demanderai à El Chalinov de m'aider. Oui, on vous demandera. Il est meilleur que moi pour ça. Non, mais c'est quand même cette idée qu'effectivement, si on prend le temps long, allons-y, quoi. Enfin, le temps très long comme justificatif, bah, c'est un peu l'histoire du 19e siècle, quand même. C'est Clovis, c'est Vercingétorix, voilà, c'est pour la France, voire Charlemagne. Hein. Mais du coup, on devrait être absorbé par Aix-la-Chapelle. Donc, l'usage du temps long, moi, je pense que c'est très intéressant. Charlemagne était Simplement, français, ça va, tout le monde Charlemagne était français. Alors, c'est plutôt la France qui doit absorber Aix-la-Chapelle. Mais l'usage du temps long, c'est très intéressant. Simplement, l'histoire est dynamique, effectivement, et à nouveau, c'est pour ça que je dis, c'est quand même très important de comprendre que l'Ukraine, en tant qu'État, s'est construite durant tout le XXe siècle, quoi. Donc, mais cet appel, pour moi, c'est un peu une réponse à la Russie, quoi. Oui, c'est mobilisation. Si vous jouez là-dessus, ces instrumentalisations du temps long. Voilà, vous utilisez Rouric, moi je vais utiliser la Grèce. André Filaire. C'est bon. Je vais abonder dans le sens d'Alain Blum, évidemment, mais je pense qu'il faut souligner quand même deux choses. Un petit distinguo entre l'État ukrainien et la nation ukrainienne. L'État s'est construit tout au cours du XXe siècle, certes. La nation ukrainienne se construit, à mon sens, là, devant nous, sous nos yeux. Et ces appels à répétition de président Zelensky aux différents États, notamment aux États dont les ressortissants font partie des communautés ukrainiennes et qui sont aujourd'hui face à la menace militaire, face à la menace d'éradication physique et de toutes les tragédies qu'un conflit militaire puisse apporter, constitue désormais cimente désormais une nouvelle nation qui n'existait pas encore en 2014. Et c'était sans doute ça, je reviens là-dessus, parce que je pense que c'est un des nerfs de la guerre, le cas de le dire, c'était ça l'erreur magistrale, soit des renseignements russes, soit tout simplement de la vision russe, de la cécité russe, de ne pas se rendre compte qu'il existe une nation ukrainienne et que cette nation va aujourd'hui au-delà du facteur ethnique, du facteur linguistique, du facteur confessionnel. Oui. Mais non, juste, je pense qu'un processus long, alors on va revenir là-dessus, c'est un processus long, savoir si elle existe dans les années 30 ou pas, ça c'est compliqué. Simplement, par exemple, les grandes offensives staliniennes au début, enfin au moment de la collectivisation d'ailleurs, touchent les élites ukrainiennes en tant que telles, les élites qui la qualifient de nationalistes, et effectivement, en fait, les élites qui sont nées finalement avant la Première Guerre mondiale, pendant toutes les années 20, vont tenter effectivement de faciliter aussi par une politique linguistique et une politique d'affirmative action, vont tenter effectivement de construire quelque chose autour d'une nation. Et c'est pas un hasard si en 1930-32, il y a une très forte répression contre les élites intellectuelles qui effectivement cherchent à porter une idée de nationale, quoi. Donc c'est un processus qui pour moi s'étale. Alors ça touchait sans doute pas le paysan, et encore, mais le paysan d'Ukraine occidentale, et oui, l'Ukraine occidentale c'est pareil. L'Ukraine occidentale, il y a des mouvements, alors effectivement on fait du mal, mais il y a des mouvements nationalistes très forts qui luttent contre les Polonais. Mais ça montre bien qu'il y a déjà des mouvements nationaux qui sont assez puissants pendant toute cette période. Et Martin pas juste Motte. à partir des années 90. Cette illusion historique qu'entretient Poutine, il y a son discours extraordinaire quand il a dit c'est le même peuple puisque nous parlions la même langue jusqu'au XIIIe siècle. L'argumentation se retourne évidemment très facilement. Donc il y a effectivement une illusion. Mais là, il y a un point dont on n'a absolument pas parlé, c'est aussi quand même le rapport de l'Ukraine et de l'Occident. Et dans les rapports stratégiques ici, l'Ukraine tient parce qu'elle a d'excellents soldats très bien formés depuis 2014 et parce qu'elle a un matériel qui en fait est très clairement supérieur au matériel russe. Et là, on est quand même dans la longue durée puisque on voit à partir du moment où la Russie s'intéresse massivement à la mer Noire, une inquiétude occidentale qui prend la forme, par exemple, des projets de Vergène, qui est déjà à regarder ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Effectivement, c'est du temps long. Et puis, il faut pas oublier que Napoléon a eu ce projet de création d'une Ukraine plus ou moins protectorat, qu'il aurait appelé modestement la Napoléonide. Et on est quand même là aussi dans un temps long finalement où il y a une menace russe qui est perçue par l'Occident parce qu'évidemment après la mer Noire il y a la Méditerranée et le commerce méditerranéen il est aux mains des Occidentaux
au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle. Et donc, ils ont peur, évidemment, que les Russes descendent sur... Et donc, la guerre de Crimée, c'est ça. Et là, il faut aussi voir ce qui est en train de se jouer dans sa composante occidentale. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous voulons éviter la guerre nucléaire, qui n'est pas encore conjurée, hein, il faudra une solution négociée. Cette solution négociée passera par l'Occident, très clairement. D'ailleurs, parmi la renaissance des expressions, la renaissance de l'Occident m'a paru tout à fait étonnante. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le concept d'espace géopolitique de l'Occident, autant, disons, utilisé dans les médias, utilisé y compris par les stratèges, parce qu'on avait commencé à déconstruire cette notion d'Occident. Et c'est vrai que ça fait partie d'une grande surprise que de le voir ressurgir à ce moment-là. Elle n'a de sens que dans le contexte de crise. Ça n'existe pas, l'Occident, sauf quand il y a une menace commune qui est perçue très fortement. Sinon, tout le monde sait que les intérêts ne sont absolument pas les mêmes en Europe centrale, en Europe occidentale, aux États-Unis. Surtout quand on met le Japon dans l'Occident. Et surtout quand on met le Japon. Et donc, lorsqu'il y a une menace commune, la mayonnaise prend, sinon ça se dissout. André Filaire, sur ce point? Il me résiste pas, là. Non, mais je pense que dans l'ensemble, ce conflit-là a remis à plat un certain nombre de nos convictions très profondes. Au tout début de la guerre, Fukuyama a écrit un article très superficiel, mais significatif précisément sur le conflit ukrainien, où justement, quelque part, du bout des lèvres, il dit, bon, finalement, il n'y a peut-être pas tout à fait la fin de l'histoire, mais après la victoire ukrainienne, que les Ukrainiens d'ailleurs vont accomplir sans que l'Occident puisse mouiller et abattre le Mordor. Vous parlez, Deniaker parlait des références tolkieniennes. Le Mordor, oui. Le Mordor russe. Et bien là commencera la fin de l'Occident. L'Oxymore. Adam Tooze vient de lui répondre dans un article de New Statesman hier ou avant-hier qui contredit tout ce que dit Fukuyama dans cet article. Et a raison. Mais il y a quand même le concept de transitologie, puisqu'on voit que la transitologie n'a plus raison d'être. Il y a déjà eu des critiques dès les années 90, mais là, effectivement, tout le principe de linéarité du passage... Dont on parlait dans les précédentes tables rondes. Tout ça est aujourd'hui mis à plat sans qu'on ait des réponses. On n'a pas de réponse. On ne sait pas ce que sera la Russie d'après-guerre. On ne sait pas ce que sera l'Ukraine d'après-guerre. On ne sait absolument, on ne sait pas ce que sera la Biélorussie d'après-guerre. On ne sait absolument rien. En même temps, il y a aussi le retour à Walser avec la guerre juste et la guerre injuste. C'est sans doute la première guerre juste qui se joue devant nos yeux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, et du coup, la renaissance de l'Occident, bien sûr, au moment de crise, qui peut être spenglerien. Parce que justement, un Spenglerien certainement se réjouirait de ce qui se passe. Oui, sur ces questions d'évolution des concepts, pourrait-on dire, Alain Blum? Sur Spenglerien, j'en sais rien. Non, mais sur... en fait, je ne sais pas. Je vais dire comme quand les journalistes posent des questions qui sont hors de... Oui, une des questions qui m'a surpris personnellement, c'est toute la question autour de ce choix de Poutine de choisir d'une certaine manière Staline contre Lénine, dans sa généalogie intellectuelle. Et ça, c'est assez surprenant parce qu'effectivement, ça va assez à l'encontre on parlait de Mémorial et c'est pas à toi que je veux parler de Mémorial, mais du travail qui a été mené depuis si longtemps par les associations qui ont dénoncé tous les crimes staliniens, par exemple, de se référer à ce référent mental, pourrait-on dire, qui est Staline, c'est assez gonflé, pourrait-on dire, dans un contexte contemporain. Et en fait, c'est assez intéressant de voir qu'il y a toute une période, enfin, il a beaucoup évolué là-dessus, et d'ailleurs, on a senti aussi cette évolution, c'est-à-dire que d'un côté, je ne sais plus en quelle année il avait dénoncé le pacte Molotov-Ribbentrop pour ensuite le justifier. Et il avait, en 2014 d'ailleurs, inauguré ce fameux mur du chagrin. C'est 2014, je crois. C'est ça, 2014, qui est un monument aux victimes des violences politiques. Mais
et pour ensuite, et parallèlement d'ailleurs, valoriser complètement Staline. Derrière ça, je pense qu'il y a quand même, enfin, d'un côté, il a cherché à, et c'est assez présent dans la société russe, à mettre, disons, l'histoire des violences staliniennes un peu dans un musée. C'est oublié, il n'y a plus de lien avec aujourd'hui. C'est pour ça que Mémorial est très gênant. C'est que pour Mémorial, d'un côté, fait le pont entre le passé et le présent. Entre le présent et le passé. Ce qui est, de ce point de vue-là, extrêmement pertinent. Et c'est ça qui est gênant. Alors que lui, il a cherché à mettre ce passé vraiment dans le... Sauf le passé de la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment cet accrochage. Ça avait été présent aussi dans la période Brejnev. Brejnev avait remis en avant la Seconde Guerre mondiale. La Grande Guerre patriotique. Et pourquoi c'est important? C'est parce que ça touche les populations, ces fameux régiments des immortels, quand les gens défilent avec le portrait de leur grand-père mort pendant la Seconde Guerre mondiale, ça permet de toucher les personnes individuellement. Mémorial a fait ça pour les victimes du stalinisme. Il n'a pas fait des défilés, mais il a fait ses lectures des victimes. Il a voulu, quelque part, remplacer ça par « on est tous des victimes ». Y compris dans les petits mémoriaux dans lesquels on mettait les photos des victimes quand on savait qu'elles étaient là. Exactement. Et du coup, ça a permis d'effacer le mal stalinien sans le nier, hein, mais de l'effacer au profit justement d'un héroïsme. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas tellement étonnant que finalement, ils mettent Staline au pinacle, parce qu'ils cherchent à créer aussi une continuité avec le tsarisme, et celui qui casse le plus la continuité, c'est Lénine. Staline va revaloriser le tsarisme d'une certaine manière. Il va revaloriser Ivan le Terrible. Donc, Staline rétablit cette continuité que Lénine avait cassée. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est assez cohérent de la part des autorités actuelles. Martin Motte. De la fin de l'histoire précisément, parce que je crois que autant les Russes sont dans une hypermnésie qui est en plus complètement manipulée, autant nous, on est dans une amnésie qui est très liée à ces croyances eschatologiques de la fin de l'histoire. Et je pense que ça a été une des choses qui a permis le passage à l'acte de Poutine. C'est-à-dire que on n'y croyait tellement pas, on avait tout sous les yeux, jusqu'au dernier moment, personne n'y a cru. Jusque y compris d'ailleurs. Mais pourtant, on était revenu depuis quelques années des théories Fukuyama, même si elles étaient, enfin, peut-être pas dans les états-majors ou je ne sais où, écoutez, mais si, a priori dans les états. Mais justement, c'est ce que vous dites est très intéressant. Il y a eu une interview du général Paloméros, qui a été le chef d'état-major de l'armée de l'air française et numéro 2 de l'OTAN pendant quelques années. Le général Paloméros, quelques jours après l'agression lui-même, a déclaré on n'y a pas cru parce qu'on ne voulait pas y croire. Donc même un militaire de très haut rang, hein, voilà. Donc voilà, on a été quand même intoxiqué par ces idées-là et elles ont créé les conditions du passage à l'acte de la Russie. Je vous en donne un seul exemple, c'est que la Russie a pu agir sous le seuil nucléaire parce que personne n'allait risquer la nucléarisation de l'Occident, peu importe, pour cette guerre en Ukraine. Bon. Donc on a dit on va l'aider en mode on va lui envoyer des armes conventionnelles. La vérité c'est qu'on a très peu de stocks. Qui en a? Les anglo-saxons ont quelques stocks. Mais en Europe de l'Ouest, on a des armées qui sont déjà à l'os qu'envoyées aux Russes. Donc en fait, on n'avait pas les moyens. Aux Ukrainiens. Qu'envoyer aux Ukrainiens. Qu'envoyer aux Ukrainiens, on n'avait pas les moyens de notre politique. Hein, on s'est payé de mots, on a cru que... Et d'ailleurs, j'étais très frappé aussi dans le discours face à la Chine, les menaces de l'Union européenne en cas d'aide à la Russie. Mais la Chine, enfin, elle doit nous considérer comme très arrogants. On parle très haut et on n'a pas les moyens militaires de parler aussi haut. Et oui, Poutine mais ça, c'est parce que effectivement, malgré le livre blanc de la défense récent, etc., sur ces points-là, on n'était plus habitué à cette idée de guerre de haute intensité qui se déclenche en Ukraine. L'état-major français ne parle que de ça depuis 4 ou 5 ans, hein, le retour de la haute intensité. Oui, mais simplement, il faut le temps de le mettre en œuvre. Oui, mais la vérité, c'est que c'est aussi une révolution culturelle. C'est que vous pouvez acheter des matériels. Si vous ne faites pas une révolution culturelle, vous ne pouvez pas les utiliser. Alain Blum. Non, juste la fin de l'histoire, moi je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui ait cru quand même. Enfin, je sais pas. En tout cas, les historiens n'ont pas cru parce que de toute façon, ils auraient perdu leur boulot. mais en général, enfin, je sais pas, ça fait beaucoup de... Enfin, toute personne qui travaillait sur ces espaces, je pense pas en tout cas que ce soit non plus déterminant. Le fait qu'on n'ait pas cru à la guerre, je pense que c'est parce qu'effectivement, on était très loin des guerres conventionnelles. Enfin. Mais je pense pas que ça soit lié au concept de la fin de l'histoire. Là, vraiment, et la dynamique historique, on a bien vu qu'elle se poursuivait. Là, je pense pas que ça soit déterminant, ou alors je sais peut-être dans les états-majors, mais vraiment chez nous, en sciences sociales, je vois pas que c'était vraiment... Oui, ça c'est sûr qu'en sciences sociales, ça fait longtemps qu'on n'a pas adhéré à cette idée-là. Oui, non mais... Oui, c'est bon.
Ça marche. C'est bon, ça marche. Oui, bien sûr, mais la question, c'est pas tant qu'on ait cru à la fin de l'histoire, bien sûr qu'on n'y a pas cru. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle sera, et à laquelle personne ne peut répondre, c'est quelle sera, justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quelle sera l'histoire d'après. Est-ce qu'on peut la modeler à partir justement de l'histoire longue? Et je n'en suis absolument pas certain, parce que je pense que ce qui se passe est à la fois une répétition des situations déjà vécues, mais une recomposition peut-être de ces... sans doute, mais qui a aussi quand même beaucoup d'éléments tout à fait inédits. C'est ça. Le rapport de force, la disparition des frontières, la surmédiatisation des canaux de communication qui change totalement la donne. Donc je pense qu'il est important, à la fois pour nous, les spécialistes de la zone, mais aussi dans un sens plus général, de tâcher de voir quelles seront les dynamiques qui se dégageront une fois que l'horreur sera derrière nous, si tant est qu'on sera encore là. Est-ce que quelqu'un a une question, ou quelqu'une a une question à nos trois invités? Oui. Merci. Sylvie Stenberg, je suis historienne à l'EHESS et bon, je voudrais réagir en tant qu'historienne plutôt qu'autre chose. Je n'ai pas du tout l'impression que vous avez énoncé au tout début de la table ronde que le contexte ait été bien posé grâce à des spécialistes au tout début des événements. J'ai plutôt l'impression qu'on a vraiment une disparition totale de la culture générale historique et qu'un certain nombre de choses qui devraient être acquises, enfin, je dirais même au lycée ou en licence, sur l'Empire, les minorités, les nationalités, les frontières, le génocide des Juifs, etc., a complètement disparu de la circulation. Et donc, ça me pose vraiment question. C'est une disparition qui est liée aux acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire aux universitaires eux-mêmes? Alors voilà, donc c'est ça un peu ma question et ma réflexion. J'ai l'impression que là, bon, c'est une disparition qui est certainement beaucoup plus générale et malheureusement qui ne touche pas que le conflit en Ukraine hein, et qui est plus ancien que ça. Mais j'ai l'impression que là, en ce moment, il y a quand même une espèce de malaise dans la mesure où on a quand même des récits. Le récit poutinien, donc je ne sais pas si c'est Poutine ou des conseillers historiques, bon, peu importe. En tout cas, un récit sur le passé que je distinguerais de l'histoire, et c'est vraiment une distinction qui malheureusement a du mal à passer dans le public et dans les médias, ce récit-là, et puis forcément un autre récit, même s'il est beaucoup plus fragmentaire, mais le récit que Zelensky adresse, par exemple, quand il va à la Knesset parler des relations judéo-ukrainiennes dans le passé ou aux Grecs, hein, ce que tu as. Bon, voilà. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'un certain nombre d'historiens sont très mal à l'aise par rapport à cette construction discursive parce qu'ils ont peur d'être instrumentalisés d'une façon ou d'une autre. Et ma question, c'est, est-ce que ce malaise pourrait être dissipé par d'autres dispositifs, disons, d'intervention des historiens dans la cité, déjà? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'autocensure, hein, c'est-à-dire de ne pas évoquer certains pans de l'histoire du territoire ukrainien, tu veux dire, par exemple, sur la complexité, par exemple? Voilà, et je veux dire, sur le nationalisme ukrainien, il y a un certain nombre de choses qui relèvent du passé qui ne passent pas quand même. Alain? Ouais, non, ta question, effectivement, est pertinente. Je ne serais pas aussi pessimiste que toi. C'est-à-dire que, bon, on voit bien, tu penses en particulier, par exemple, à la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale pour l'extermination des Juifs. Je sais que, par exemple, Thomas Chopard a été invité, je crois, c'est à France Culture, deux, trois fois. Je ne sais pas si c'était pas... C'était pas chez moi. Ah bon, d'accord, je pensais. Qui travaille complètement là-dessus, qui a travaillé là-dessus, qui a travaillé aussi sur les pogroms de 1918-1922. Il y a eu quand même pas mal d'interventions. Sans doute, effectivement, en état de guerre, il y a peut-être, puisque c'est l'argument utilisé,
la dénazification du côté russe, c'est pas évident non plus de remettre ça en avant. Mais je distinguerais deux, trois points. D'abord, je distinguerais quand même le récit historique russe et ce que tu dis de Zelensky, parce que j'ai pas le sentiment que pour l'Ukraine, le récit historique soit si important que ça. Alors bien sûr, d'un point de vue diplomatique, il va effectivement à la Knesset, mais enfin, il a ce discours, mais j'ai pas le sentiment qu'ils utilisent tellement le récit historique pour justifier leur position. Qu'ils aient tendance à effectivement minimiser un peu les actions nationalistes pendant la Seconde Guerre mondiale, sans doute, ça c'est évident. La question de Bandera est posée, mais elle est quand même relativement bien traitée. Alors, le second point quand même que je voudrais signaler, alors, si on se remet d'un point de vue un peu sur les 30 dernières années, c'est que les Ukrainiens ne se sont pas du tout opposés. Alors, il y a des Ukrainiens, des historiens très nationalistes qui vont dire que tout ça c'est très bien, que Bandera était parfait, que les autres acteurs, que dans la Seconde Guerre mondiale, enfin, il nie pas la collaboration, mais qu'il la un peu la minimise. Mais ce qu'il faut reconnaître quand même, c'est qu'il y a eu une politique, par exemple, d'ouverture des archives. Moi, quand j'ai commencé à travailler en Ukraine, c'est il y a 20 ans, mais et depuis de plus en plus. Pourquoi, entre autres, bon, parce que ce terrain m'intéressait particulièrement, mais aussi parce qu'il y a eu aucune obstruction. Enfin, en tout cas, ça c'est de plus en plus ouvert et qu'il y a énormément de projets et de publications d'archives d'ailleurs, qui travaillent justement sur les questions de collaboration, sur les questions de jugement des criminels de guerre ukrainiens après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un grand projet qui avait été mené par Vanessa Voisin en particulier sur ces questions-là. Et donc, il y a vraiment un laisser-aller du débat entre historiens et du débat public sur ces questions-là. Alors qu'en Russie, on le sait très bien que l'accès aux archives est quand même beaucoup plus difficile et qu'aujourd'hui, en plus, la parole historienne est vraiment sous couvert. Donc, il faut quand même reconnaître aussi de ce point de vue-là que le débat historien, aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile, mais le débat historien, pendant les 20 dernières années, il a vraiment eu lieu. Alors, il y a des historiens, on ne peut presque pas leur parler à tel point ils nient ce qui s'est passé. Mais ce débat, il est public, il peut avoir lieu, et les archives sont vraiment très ouvertes. Les archives du SBU, j'espère qu'elles vont pas être d'ailleurs, enfin, j'espère qu'elles sont bien protégées. Les archives du SBU, ben, c'est quoi? C'est les procès contre les criminels de guerre ukrainiens. Et on y a accès comme on veut. Donc ça, je pense qu'il faut quand même souligner cette dimension-là. Peut-être qu'effectivement, les journalistes, ils ne sont pas... Voilà, enfin, oui, je parle. Oui, non, pas simplement la question des journalistes, mais peut-être aussi l'opinion publique, les personnalités qui soutiennent l'Ukraine aujourd'hui. Hésitent-ils ou hésitent-elles à mettre cela en avant dans la discussion? Il y avait une autre question là-haut, je crois. J'en prends deux d'affilée si vous voulez bien, parce qu'il va falloir terminer la séance et Jean-François Ballaudet va terminer par un petit mot de conclusion. J'en prends deux, j'en ai une aussi sur le YouTube, et puis on essaye de répondre brièvement à ces deux questions. Alors allez-y, messieurs. Oui, moi j'ai une question surtout à Alain Blum, mais qui va un peu dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à l'usage du terme de génocide dans ce conflit qui a été à la fois instrumentalisé par Poutine pour justifier l'invasion, mais qui est maintenant dans un sens complètement différent et utilisé aussi par le côté ukrainien depuis qu'on a découvert ce qui s'est passé à Boutcha, etc. Ouais. Et la deuxième question, comme ça on pourra répondre d'affilée aux deux ou aux remarques. Oui. Bonjour, je m'appelle Guillaume Minéapic, je suis doctorant à l'EHESS en histoire. Moi, je vais essayer d'être très rapide. En fait, j'ai une question. Est-ce qu'en tant qu'historien, finalement, et c'est pour faire la transition un peu avec les sociologues et les politologues qui intervenaient sur l'analyse du temps présent, est-ce qu'on n'est pas un peu biaisé finalement par le concept ou, on va dire, les discours en fait, qui sont produits par le pouvoir russe, par exemple, et qui de fait, en fait deviennent le principal prisme d'analyse en fait, de ce qui se passe aujourd'hui et qui empêche un peu de penser finalement le temps long, mais aussi la réaction et les opinions, on va dire les mentalités des Russes ou des Ukrainiens en dehors en fait, des discours du pouvoir. Par exemple, je prends le discours de Poutine sur l'Ukraine et vous avez parlé de ressentiment, etc. Ce n'est pas quelque chose que Poutine a inventé lui-même. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Il y a vraiment un racisme en Russie, dans la société russe, envers les Ukrainiens qui est viscéral, qui est ancré là depuis très très longtemps et qui est quasiment au même niveau que l'antisémitisme, par exemple. C'est ce qu'il peut explorer. Et d'un autre côté, en Ukraine, il y a une longue tradition
aussi de résistance face au pouvoir qui est impérial, qui date d'avant Lénine, etc. Et donc, est-ce que ce rapport en fait qu'ont peut-être les journalistes, ou alors, enfin, cette nécessité d'analyser le temps présent et de se rattacher à des discours qui sont en ce moment-là produits par le pouvoir russe, nous empêche pas en fait finalement de les déconstruire et de regarder ce qui se passe au sein de la société? Qui veut répondre à cette question? Oui, André Filaire. Et puis aussi à la question de l'utilisation du terme de génocide. Oui. Oui, bon, je réponds à la seconde question. Écoutez, je pense que là, nous avons devant nous quand même je dirais, un écosystème qui est très compliqué, et on ne sait pas, on sait pas. Il faut faire un grand travail d'archéologie pour en déterminer les sources premières, entre le discours des autorités russes, entre le discours de la société, entre le discours médiatique, entre ces trois pôles, il y a effectivement, on se crée un circuit. Chaque point de ce circuit alimente les deux autres, mais je pense qu'aujourd'hui, en Russie en tout cas, pour prendre la majorité, je parle uniquement de cette majorité qui aujourd'hui soutient ce que les Russes appellent l'opération spéciale, c'est-à-dire la guerre. Entre cette majorité-là, entre la presse officielle russe, la presse d'État russe, qui est presque encore plus virulente que les autorités, virulente dans son expression en tout cas, et qui par exemple tous les jours appelle le gouvernement russe de prendre Kiev. Et entre le discours officiel, notamment incarné par Poutine, il y a les vases sont communicants. Et évidemment, lorsque Poutine justifie son action, il le fait aussi parce qu'il sait que dans cette majorité qui constitue, qui plébiscite son pouvoir, et son pouvoir, contrairement au pouvoir soviétique, à mon sens, est très étroitement, dépend très étroitement du soutien populaire, ce qui n'était pas du tout le cas, ou en tout cas pas du tout dans le même de manière aussi étendue à l'époque soviétique. Donc évidemment que là, nous avons une sorte de symbiose qui est assez impressionnante d'ailleurs, et tout à fait néfaste. La même chose, mais de manière très différente, évidemment, se passe du côté ukrainien. Mais bon, après, encore une fois, dans un contexte de guerre armée, c'est normal que les discours se produisent, et c'est pas maintenant qu'il faut les déconstruire. En revanche, je pense qu'il y a un danger dans ce que vous dites, c'est d'essentialiser, on en a parlé lors de la table ronde précédente, c'est d'essentialiser la société russe. Il faut quand même si on se fiche au sondage officiel, et il n'y a pas d'autre, et on sait les limites de la sociologie dans des sociétés autoritaires comme la Russie d'aujourd'hui, mais même si on se fie aux sondages les plus officiels, et on estime le nombre de personnes qui soutiennent la guerre à 70%, c'était le dernier résultat du centre d'études sociologiques, le FSIOM, qui est financé par le gouvernement russe, ça nous donne quand même au moins entre 35 et 40 millions, si on compte qu'il y a 110 millions d'électeurs sur 140 millions de population russe, ça nous donne quand même 35-40 millions, grosso modo, qui ne soutiennent pas la guerre, ce qui est quand même un vivier absolument énorme, et qui, à mon sens, ne devrait pas nous conduire à mettre tout sur le compte de la société russe. Ouais, Alain Blum et puis Martin Motte. Sur la question de jusqu'où l'historien aujourd'hui il est influencé par le discours officiel russe. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est une question qui est relativement importante. Je pense qu'on a été obligé de réagir à ces questions-là. Effectivement, bon, moi, ça m'a obligé de réviser l'Ukraine de Rourich et tout ça, parce que j'avais un peu oublié toutes ces épisodes-là. Je pense qu'effectivement, ça a obligé un peu à penser le temps long un peu différemment, mais je ne suis pas du tout certain que... c'est plutôt 91 qui a modifié un peu notre regard historien que ce qui se passe aujourd'hui. Mais sans doute, on est influencé malgré tout. En revanche, pour la question génocide, j'ai un peu peur de répondre. J'allais dire c'est un terme juridique, mais je crois que c'est ce que notre président de la République a dit, et que voilà. Donc c'est un moyen de... Je sais pas, enfin, il y a une dimension politique dans le terme génocide, effectivement, et de fait, il y a eu des textes de nature génocidaire qui ont été publiés sur les agences officielles, ça c'est très clair.
Hein, vous voyez de quoi je parle. Il y a eu beaucoup d'échos de ce fameux article. Et s'il a été publié sur IA Novosti, c'est quand même très, très inquiétant. Quand il parle quand même de désukrainisation. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement l'idée. Contre l'ukronazisme. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même l'idée qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait des Ukrainiens, ce sont des Russes. Mais le débat général, qui est aussi le débat sur la grande famine, hein, est-ce que c'est génocidaire ou pas, de ce point, enfin, la grande famine a été une terrible perte. Est-ce qu'elle est de nature génocidaire ou pas? Là, je pense que c'est vraiment effectivement une question qui est liée à la définition de ce qu'est un génocide. Martin Motte, pour conclure très rapidement. C'est surtout par rapport à la question de Madame, la première question. Je partage entièrement votre diagnostic. J'ajouterai l'inconnaissance de la géographie. Je rajoute qu'un auditeur qui est sur YouTube, qui nous écoute, dit est-ce qu'il faut revoir les référentiels d'histoire et géographie en primaire et en secondaire et introduire la géopolitique. C'est déjà bien commencé. Et moi, je dois dire que quand je vois ce que mes enfants font, de ce point de vue-là, c'est mieux. Et pourtant, Dieu sait, si je suis critique sur l'évolution de l'éducation nationale, c'est mieux que ce que nous avions à l'époque, hein, de ce point de vue-là. Mais je pense que ça renvoie à un autre problème aussi, c'est que, et là, on a beaucoup parlé de déconstruction, micro-analyse, tout ça est parfaitement souhaitable, légitime, et ça permet de ne pas essentialiser, etc. Mais on oublie quand même une chose, et elle est dramatique à mon sens, c'est quand même qu'on n'enseigne plus finalement les États. On ne croit plus aux États, on ne croit plus qu'au social, on a dissous le politique dans le social. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à comprendre ce qui est en train de se passer. Et là, on a des débats qui sont passionnants, mais qui oublient juste un détail, c'est que si ça dérape, on a une guerre nucléaire. On n'en est pas sorti du tout. On s'imagine que ça va être un conflit localisé. Ça peut très bien cesser d'être un conflit localisé. S'il y a une solution, elle viendra des États. Et en fait, on a parlé de tout sauf de ça aujourd'hui. Et ça, j'avoue que ça me fait peur. On conclut. Merci à toutes et merci à tous. Je crois que Jean-François Vallaudet va intervenir pour pouvoir donner un petit mot de conclusion, parce qu'il faut que nous levions le camp. J'utiliserai décidément des métaphores guerrières, je suis désolé. Merci aux intervenants de la dernière table ronde. Merci à l'ensemble des intervenants des 3 tables rondes. Un grand merci à Emmanuel Laurentin qui a, je crois, très remarquablement animé l'ensemble des débats de la matinée. Je remercie également, bien entendu, l'ensemble des organisateurs de cette matinée, l'établissement, les équipes de l'établissement public Campus Condorcet et les membres du Campus Condorcet. Caroline Callard pour le HESS a joué un rôle particulier, tout un ensemble d'intervenants au sein des établissements membres pour que nous puissions avoir des tables rondes composées de manière très complémentaire de spécialistes qui pouvaient apporter des éclairages sur les diverses facettes de ce que nous souhaitions aborder ce matin. Donc c'est vraiment un travail très collaboratif, très implicatif de l'ensemble de la communauté du Campus Condorcet qui se trouve symbolisée à travers cette matinée. Donc c'était important pour moi de le dire. C'est aussi un beau signal de ce que nous souhaitons faire, de ce que nous ambitionnons de faire de plus en plus à l'échelle du Campus Condorcet. Cela étant, le fond de l'affaire, la chose importante, c'est bien entendu le sujet dont il a été question. Et j'ai le sentiment, en tant qu'auditeur de la matinée, que le triptyque qui a été construit permettait, je crois, assez bien et de manière très riche et stimulante de montrer ce que nous pouvions imaginer, ce que nous faisions, ce que nous pouvions imaginer de faire face à l'urgence de la situation. Il y a mieux à faire, il va falloir poursuivre pour concrétiser un certain nombre d'intentions et de pistes que nous avons dessinées. Et nous étions aussi dans notre rôle, et merci encore une fois aux intervenants, à la salle et aux nombreux spécialistes qui ont ponctué et étudiants qui ont ponctué de questions pertinentes ou de remarques complémentaires sur les échanges qui se déroulaient à la tribune. Nous avons à penser effectivement l'événement dans l'instant comme il a été montré, ce qui appelle à la perspective sur le temps long et vice-versa. La question se pose de savoir comment nous pouvons reverser les perspectives de temps long dans l'analyse de l'actualité, car le temps long évolue malgré tout. Et donc, ce qui se passe en ce moment va contribuer à modifier forcément les perspectives dans la longue durée de ces équilibres ou déséquilibres que nous constatons. Une des questions qui se pose aussi, et j'ai été frappé parce que la discussion a beaucoup porté là-dessus, est de savoir comment la parole des scientifiques peut porter celle que nous partageons ce matin,
qui trouvent une diffusion via YouTube, hein, bien entendu, et c'est déjà bien, et nous allons mettre à disposition ces échanges, et c'est important, mais au-delà, et bon, voilà, nous l'avons évoqué, il y a peut-être un intérêt, sinon une nécessité, à ce que, d'une manière ou d'une autre, la parole des spécialistes, des scientifiques, puisse aussi, hein, et de plus en plus porter dans tous les types de médias, parce que autrement, évidemment, ce sont les autres qui parlent à la place des réelles compétences et réels spécialistes. Donc il y a un vrai sujet d'apprentissage de la parole adressée dans le cadre de supports médiatiques de tailles diverses avec des contraintes diverses, mais c'est quelque chose qui, au-delà du sujet, doit nous occuper, hein, nous, spécialistes de sciences humaines et sociales, parce que nous devons être de plus en plus présents, et là nous sommes extrêmement sollicités, et il faut pouvoir répondre présent. Bref, j'ai le sentiment que la matinée, d'une très grande richesse, d'une très grande qualité grâce à vous, est un point de départ pour beaucoup d'initiatives à venir dans la dimension de la solidarité, mais aussi dans les perspectives d'intervention pour, sinon peser, du moins aider à éclairer, hein, les enjeux qui se présentent et qui n'ont pas fini de se présenter, et pour permettre aux communautés scientifiques de finalement se mobiliser à leur gré, mais aussi conscients des terribles difficultés qui se présentent, pour aider à penser ce qui va se lever. Donc je ne sais pas si à l'issue de cette matinée, des perspectives de recherche croisée se dessinent ou vont cheminer ou germer dans les esprits au sein des équipes. Je le souhaite. En tout cas, là encore, le campus Condorcet sera dans son rôle en étant à l'écoute des uns et des autres, et en étant prêt à accompagner toutes les initiatives qui pourront procéder de cette matinée, qui est un premier pas, une première étape qui se voulait emblématique, mais qui n'est pas une fin en soi, bien entendu. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous, merci à vous, et à bientôt.